1er juin 1998, lundi de Pentecôte à Thionville. Le petit Adrien Stéphan, 12 ans, quitte son domicile pour aller se promener à vélo. On ne le reverra jamais. Il fait beau, c'est jour férié et tout commence en début d'après-midi. On est le lundi de la Pentecôte, un gamin qui prend son vélo pour aller se promener à 50 mètres de l'immeuble de sa mère, à un endroit fréquenté par tous les gens de Thionville qui se promènent ce jour-là à cet endroit. Et puis, 16h30, 16h45, Adrien ne rentre pas pour le goûter. Première inquiétude de la mère. 18h, elle va se promener, elle commence à chercher un peu, elle est extrêmement inquiète. 19h, au moment du repas, il est toujours pas là. Monsieur l'agent, mon fils a disparu. 20h30, elle va à la police et le premier procès-verbal décrit une maman affolée. Racontez-moi. Il est parti faire du vélo à 16h, comme d'habitude. La police transmet rapidement l'information à Marie-Thérèse de Givry, procureure de la République au tribunal de grande instance de Thionville. Ce sont des affaires difficiles parce qu'à 12 ans, il y a beaucoup d'hypothèses. Ça peut être l'hypothèse de la fugue, ça peut être l'hypothèse d'une petite relation entre jeunes adolescents et l'envie de passer 3-4 jours ensemble. Ça peut être beaucoup de choses. Et c'est vrai que l'hypothèse de l'assassinat, on l'examine. Donc on va, conjointement avec le sous-préfet de Thionville, on va se réunir avec le commissaire de police et on va envisager l'hypothèse, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut rechercher cet enfant. Adrien, 12 ans, a disparu. Depuis lundi à Thionville, c'est l'inquiétude. Des policiers, gendarmes et pompiers ont sillonné les berges de la Moselle et quadrillé les forêts et étangs alentours. Un important dispositif est mis en place. Je me souviens, il y a gendarmes, policiers, hélicoptères, chiens, deux chiens de la gendarmerie. Ça faisait une centaine d'hommes qui partent rechercher Adrien, qui a quand même que 12 ans, et qui est donc susceptible d'avoir passé une nuit dehors. Parallèlement aux recherches sur le terrain, les enquêteurs tentent de reconstituer l'itinéraire d'Adrien depuis son départ du domicile familial. Ce qui est clair, c'est que Adrien, à l'époque, connaît une jeune fille qui habite pas très loin de chez lui. Je crois me souvenir que cette jeune fille fait du piano et qu'il devait aller la voir et qu'il ne la voit pas. En revanche, lui va être vu un peu plus loin par 3 enfants qui pêchaient au bord de la Moselle. Mais vous savez, il faut quand même se rappeler que c'était des enfants de 10-12 ans. C'est des petits-enfants, quand vous leur dites à quelle heure exactement est-ce que tu sais, t'as vu Adrien faire cette course en vélo? Je crois que c'est impossible de fixer très clairement les choses. La maman d'Adrien, Reine Trinclet, indique aussi aux policiers que son fils va souvent chez ses grands-parents paternels, à 16 km de là, à Bergues-sur-Moselle. Alors, Adrien aurait-il eu un accident sur la piste cyclable qui longe la Moselle et mène à Bergues? Mais là aussi, les premières recherches ne donnent rien. Dès le 4 juin, je crois que c'est dès le jeudi, donc la presse va être informée de la disparition d'Adrien. La photo d'Adrien va être placardée partout. Et les détails très importants qui ont été donnés par sa mère, par la mère d'Adrien, sur son habillement lorsqu'il part et sur surtout son vélo avec une fourche qui était rose ou mauve, je me souviens de ça, c'est un détail frappant, vont être donnés. Au début, l'enquête elle est confiée à la brigade des mineurs de Thionville.
avec un effectif quand même restreint de 2 personnes, un inspecteur, une enquêtrice. Et dès le départ, ils ont opté pour une fugue. En plus, comme dans toutes les affaires de disparition, Adrien, on le voit partout. Hein. On le voit se promener à Thionville. Des enfants, on le voit sur les berges de la Moselle, à proximité d'un village quand même situé à une bonne quinzaine de kilomètres de Thionville. Des enfants qui sont formels. Sa tante, elle est formelle. Sa tante, elle dit, j'ai vu Adrien avec 2 garçons, je me souviens, c'était un samedi. Elle dit, il est en train de faire du vélo sur le parking du centre commercial de Thionville. C'est ainsi qu'Adrien est signalé à Valmelstroff, Jut, Volstroff, Sierre-les-Bains, Canfeune, Bassam, Elzange, Terville, Temarange, Manom, Ucange, Garches. Les policiers sont bientôt submergés par tous ces témoignages spontanés. Ils rédigeront au total plus de 200 procès-verbaux d'audition. Jamais j'ai cru à la fugue. Tout le monde le voyait partout, mais je veux dire, la fugue, connaissant l'enfant, je n'ai jamais cru à cette... C'est parce que c'était aussi un enfant qui était très attachant, qui adorait sa maman, qui adorait ses grandes sœurs. C'était un gosse très très bien dans sa peau. J'ai jamais vu vraiment malheureux. Et il y avait beaucoup d'amour pour ses grandes sœurs, pour... je pense que une fugue, il y a quand même un mal-être où il doit y avoir quelque chose. C'est vrai qu'on n'évacue pas non plus la piste accidentelle. On est au bord de la Moselle, il a pu tomber avec son vélo. Mais là aussi, les recherches des plongeurs de la gendarmerie ne donnent rien. Aucun corps, aucune bicyclette ne sont retrouvés. Alors moi, je m'étais fixé comme règle au départ, je m'étais dit, on va attendre 1 semaine. Et si, au bout d'1 semaine, il n'y a toujours pas de trace d'Adrien, j'ouvrirai une information judiciaire pour qu'on ait un cadre légal. Et j'ouvre cette information, alors avec une fiction juridique, puisque je l'ouvre du chef d'enlèvement et de séquestration, qui est la qualification criminelle juridique, mais on va dire que c'est une fiction, mais c'est pour avoir un cadre juridique. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'à partir du jour où j'ouvre cette information judiciaire, pour moi, à partir du 8 juin, pour moi, Adrien est mort. Mais n'ayant bien évidemment pas retrouvé malheureusement le corps de cet enfant, je ne peux pas ouvrir une information judiciaire du chef d'assassinat. Alors après, si vous voulez, c'est le juge d'instruction qui va diriger le service régional de police judiciaire et qui va diriger les enquêteurs. Le 8 juin 1998, c'est donc la police judiciaire de Metz, sous la direction du commissaire Olivier Messens, qui prend la direction de l'enquête. Un gosse qui fait du vélo le long de la Moselle, il peut disparaître soit parce qu'il tombe dans la Moselle, accidentellement, soit parce qu'il fait une fugue, soit parce que quelqu'un l'a enlevé. Donc en fait, ça a dégagé les 3 axes, qui étaient les 3 axes, j'allais dire, naturels. Le premier réflexe du commissaire Messens est d'étudier le contexte familial d'Adrien. On a cherché, c'est ça le problème, c'est qu'on a cherché son entourage, on a cherché, voilà. Et que autant dans la vie, il y a des gens qui ont des vies classiques, et autant dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas des vies classiques. Madame Trinquelet n'a pas eu une vie classique, mais c'est pas pour ça que Madame Trinquelet n'est pas infiniment respectable. Donc il y a 5 enfants. Adrien, c'est le 3e. Alors elle a 5 enfants de 5 pères différents. Oui, c'est vrai. Enfin bon, ça reste une mère de famille nombreuse, qui a eu un passé douloureux. On a, d'un point de vue policier, une tendance à se dire, le problème, il vient de là. La disparition d'Adrien, elle peut s'expliquer par cette façon de vivre, quelque part. C'est vrai que si les mêmes faits s'étaient produits dans une famille structurée, avec un père, une mère et une fratrie, on va dire, homogène, peut-être que la réaction des services de police aurait été différente. Le 12 juin, les enquêteurs entendent le père de l'enfant, Gilles Stéphan. C'est sûr qu'il y a dû y avoir des soupçons sur le père d'Adrien. Donc le papa, il a un petit peu une vie très décousue aussi. Donc il n'avait jamais vécu avec la maman. Et c'est quelqu'un d'assez instable, donc il bouge pas mal, qui a aussi une vie un petit peu différente. Donc on travaillera, on aura un certain nombre de vérifications qui seront faites sur lui, parce que c'est vrai qu'il avait aussi, lui, un profil intéressant au sens policier du terme. Lors de son audition,
Gilles Stéphan affirme que son fils Adrien est très malheureux à la maison, parce qu'il ne supporte pas la vie mouvementée de sa mère. Cette déclaration prise très au sérieux va malencontreusement conduire les enquêteurs dans une mauvaise direction. C'est une vie mouvementée, monsieur le commissaire. Reine Trinquelet, donc, dans ce dossier-là, peut paraître suspect idéal. Compte tenu de sa personnalité, compte tenu de son mode de vie, effectivement, dès juin, on a commencé à s'axer sur ses relations, sur sa vie, sur la vie des gens qu'elle rencontrait, qu'elle avait rencontrés. C'est une femme qui vous parle normalement, puis tout d'un coup, elle part dans des délires mystiques. Elle s'emporte, elle est théâtrale. Cette femme qui, d'apparence normale, comme ça, part dans ses délires. Et puis c'est sûr, ça doit être intriguant pour les policiers, parce qu'elle leur dit tout de suite oui, mon fils, il était victime d'un pédophile, je vois cet homme, je sais. Alors, Reine Trinquelet, c'est quelqu'un qui a du caractère, de l'originalité, et qui s'exprime. C'est-à-dire que quand elle a envie de dire quelque chose, elle le dit, et quelquefois c'est assez mal perçu. Elle disait, rendez-moi mon corps, je me souviens, elle disait, qu'ils le mettent au bord d'un chemin. Elle l'a dit ça, Reine Trinquelet. On a repris ces propos-là. Elle disait, il est mort, je sais qu'il est mort, remettez-le sur le bord d'un chemin, qu'on le trouve, que je puisse faire le deuil en retrouvant le corps de mon fils. Dans cette région de Metz ressurgit évidemment l'affaire Grégory et tous les fantasmes qui ont pu entourer cette affaire. Alors évidemment, tout le monde se dit, à commencer donc par évidemment les policiers, à commencer par les journalistes, comment se fait-il qu'elle puisse savoir, qu'elle sache, qu'elle soit persuadée de cette manière que son fils est mort? Parce que très naturellement, vous connaissez votre fils, vous dites c'est pas possible qu'il ait fait une fugue, on l'a enlevé, etc. Eh bien, on va suggérer, on va imaginer que vous seriez pour quelque chose dans la disparition de votre fils. C'est intolérable, c'est intolérable. Et c'est bien le mot, car Reine Trinquelet va passer presque naturellement du statut de victime et témoin de la disparition de son fils à celui de suspect. Oui, elle devient suspect, mais pas plus, j'allais dire, que son compagnon, pas plus que des gens dont on va travailler leur emploi du temps, etc., des gens qu'elle a connus, des gens avec qui elle a eu des relations. Ils sont bien obligés, les policiers, de ne mettre aucune piste, quoi. Ils sont bien obligés. Et au départ, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont Reine Trinquelet avec les pères. L'hypothèse de la fugue est définitivement balayée. Maintenant, le commissaire Messens s'intéresse à d'autres hypothèses. Par exemple, l'enlèvement d'Adrien par un proche de Reine Trinquelet. Ou encore, celle d'un crime sexuel. Fin juin 1998, les enquêteurs entament leurs premières investigations dans les milieux pédophiles de la région de Thionville, Metz et Luxembourg. La hantise, par rapport à sa beauté, par rapport à ce gosse, c'était la mauvaise rencontre. C'était la crainte, parce qu'il y avait quand même déjà eu pas mal de... C'était l'époque, je crois aussi des Dutroux, des choses comme ça. Donc il y avait... on n'est pas très loin de la Belgique, on parlait beaucoup de ces trucs-là. Les hommes du commissaire Messens interpellent et auditionnent 3 individus suspectés de tendances pédophiles. Mais ces derniers sont rapidement mis hors de cause. Ils se sont donné rendez-vous sur la plus belle avenue. Adrien a maintenant disparu depuis 43 jours. Pourtant, l'affaire fait peu de bruit. Il est vrai que la France a la tête ailleurs, elle célèbre la victoire de la Coupe du Monde de football. Loin des hurrahs, Reine Trinquelet, en plein désespoir, prend alors une décision étonnante. On va chez elle, alors que le corps d'Adrien n'est pas encore retrouvé. Moi, en tant que maman, ça m'a interloquée. Elle avait déjà rangé toute la chambre d'Adrien. Elle était prête à retapisser sa chambre, à repeindre le lit. Moi, je dis... c'est quoi ça? Ça allait assez bien avec son comportement, c'est-à-dire que depuis le début, pour des raisons que j'ignore, elle était convaincue que son fils ne reviendrait pas, elle le disait suffisamment, et que bon, elle avait peut-être à ce moment-là voulu commencer son deuil peut-être. En tout cas, malgré cela, elle ne renonce pas à ses recherches. Même si elle est persuadée qu'Adrien est mort, elle veut retrouver son corps.
Et lors d'une promenade, le dimanche 26 juillet, elle fait une très curieuse rencontre. Je crois que c'était elle promener son dernier fils sur les bords de la Moselle, toujours à la recherche d'Adrien. C'est pour ça qu'elle a arpenté les bords de la Moselle. Et à un moment donné, je crois qu'elle remontait des escaliers et il y a quelqu'un qui s'est proposé de l'aider. Il faudrait que tu regardes de l'autre côté de la Moselle. C'était Hentier. Nicolas Hentier. Surprise, Reine Trinquelet regarde sans réagir l'individu s'éloigner. Sans le savoir, elle vient de frôler la vérité. Cette vérité, elle éclate 8 jours plus tard. Le 3 août, en fin de journée, 3 SDF de la région cherchent un endroit pour y passer la nuit. C'est une zone près de la gare de Thionville, une zone ferroviaire, et qui est située sur une espèce d'îlot qui est compris entre la Moselle et un bras de la Moselle. C'est vrai qu'on a eu la chance que 3 SDF aient voulu se mettre à l'abri, parce que peut-être qu'encore aujourd'hui, on chercherait le corps d'Adrien. Il a été découvert donc dans un endroit particulièrement sordide et particulièrement caché, à savoir un bunker. Enfin, on appelle ça un bunker, mais c'était plutôt une espèce de réserve à munitions qui avait été construit par les Allemands pendant l'occupation de l'Alsace-Lorraine. Alors au moment de la découverte, d'après les photos que nous en avions eues, le corps était donc contre un sol relativement meuble. Et ce que nous appelons un décubitus ventral, c'est-à-dire le ventre posé contre le sol. Madame, monsieur, bonsoir. Les 3 marginaux qui avaient découvert le corps du petit Adrien lundi soir. J'ai dit que la mort remonterait au premier jour. Eh ben, si dès le départ ils avaient fouillé ces bunkers, ils l'auraient trouvé alors. Vous pensez qu'ils l'ont pas fouillé? J'en suis presque sûre. Bah non, sinon on aurait tué l'enfant. Adrien disparaît le 1er juin. On découvre le corps le 4 août, la nuit du 3 au 4 août. Donc 2 mois pour retrouver le corps. Comment voulez-vous qu'on ne se pose pas de questions alors que le bunker en question, où est enterré le corps d'Adrien, est peut-être à 150 ou 200 mètres à vol d'oiseau du domicile de Reine Trinquelet. Si mes souvenirs sont exacts, ce bunker ne figurait pas sur les cartes d'état-major. C'est encore une fois un ouvrage qui a été fait, qui a été construit sous l'occupation allemande en 1903. Il n'était pas, soi-disant, sur certains plans. J'ai un peu de doute quand même qu'un bunker comme ça, alors que tous les ouvrages militaires sont répertoriés sur Thionville, pourquoi pas cet ouvrage-là? C'était un endroit qui était invisible, effectivement, qui était invisible du promeneur normal. Hein. C'est vrai que la rive droite est moins utilisée parce qu'elle est moins bien aménagée, mais elle est connue des pêcheurs. Cette rive-là, elle est fréquentée par toute une population de SDF, un peu les milieux interlopes aussi de Thionville. Hein, il ne faut pas le nier. Quand vous êtes sur place, vous comprenez pourquoi, effectivement, on a pu passer et ne pas savoir qu'il existait cet endroit. Caché, oui et non, on a fait l'expérience. Hein. En 5 minutes, on l'a retrouvé. Même, on n'a pas eu de difficulté pour le retrouver. C'est vrai qu'en tant que magistrat, je reconnais que quand j'ai vu l'endroit, le bunker où avait été découvert le corps d'Adrien, je me suis dit, c'est vraiment dommage parce que c'est pas loin, hein. C'était juste en face et on est passé à côté. Moi, j'ai pu discuter avec certains policiers qui sont en place à Metz, à Thionville, depuis des années, et ce bunker-là, ils le connaissaient. L'enquête a-t-elle été trop orientée sur la piste de la mère et de son entourage? Y a-t-il eu un manque d'effectifs ou de coordination au moment des recherches? Toujours est-il que, brutalement, pour toute la presse, Thionville devient le centre de la France. La disparition d'Adrien, c'est le 1er juin. Le 12 juin, il y a le début de la Coupe du Monde. Donc pendant tout le mois de juin, juillet, en fait, cette affaire n'a finalement une résonance que locale. Par contre, le 3 août, quand on découvre le corps d'Adrien, il n'y a plus rien dans l'actualité. Il n'y a plus
qu'Adrien. Et là, à partir de là, il va y avoir une avalanche de médias qui vont s'abattre sur Thionville, sur les différents protagonistes. Et là, il va y avoir une espèce de, je veux dire, on l'a vraiment ressenti pour Rennes et pour Gilles Stéphane. C'est vrai qu'on sentait qu'on s'occupait d'eux, quoi. On s'intéressait à eux. Voilà. Ce qui fait que ça a rendu, de ce point de vue-là, ça a rendu les affaires compliquées, quoi. L'affaire compliquée, en tout cas les relations avec elle. Le 8 août, en marge de la polémique, les parents, les proches et de nombreux anonymes se rassemblent pour un dernier hommage à Adrien. Ce n'est pas une journée ordinaire pour les habitants de Thionville. Ce matin, beaucoup avaient le cœur bien gros en passant devant l'église où l'on a célébré la messe d'Adrien, disparu tragiquement il y a plus de 2 mois. Pour accompagner le cercueil, les parents bien sûr, la famille, les proches et les copains de classe. 400 personnes pour une célébration qui commence par quelques notes de musique, la chanson préférée d'Adrien. Vanessa, sa grande sœur, viendra lire un poème écrit par sa maman. Je t'aime, on t'aime. Une fleur, un refrain, un sourire. Tout me rappelle. On découvre le corps d'Adrien le 3 août. Alors ensuite, on va passer sur une phase qui va être des investigations techniques, qui seront très importantes dans ce dossier, notamment pour arriver à dater le moment de la mort. Parce que c'était quand même très important pour nous d'arriver à dater le moment de la mort. Le problème, c'est que nous étions quand même dans un délai d'environ 2 mois en post-mortem. Donc sur les lésions de violences sexuelles, habituellement, ce délai ne nous permet plus de retrouver, je veux dire, des éléments probants au niveau de l'autopsie. Le 4 août, alors que les enquêteurs passent au peigne fin le bunker, le substitut du procureur notifie un réquisitoire supplétif au juge d'instruction. Les faits sont requalifiés d'enlèvement, séquestration et meurtre d'un mineur de moins de 15 ans. Les enquêteurs ont complètement abandonné l'environnement familial proche, les amis, etc. Du reste, toutes ces investigations n'ont rien donné. Donc à partir de ce moment-là, ils vont travailler sur la piste homosexuelle. On sait très bien qu'il y avait tout un milieu homosexuel qui traîne dans le secteur. Et on le sait d'autant plus que de l'autre côté du pont, donc sur l'autre berge, il y a un parc qui s'appelle le parc Napoléon, qui à vol d'oiseau de l'autre côté du bunker, à 100 mètres. C'est quand même un lieu répertorié dans les magazines spécialisés pour être un lieu de rencontre officiel. Et c'est un mystère pour personne à Thionville. Donc à partir de là, on a pris l'option de travailler cet axe-là de manière plus approfondie. Et systématiquement, donc, on s'est mis à fréquenter les bords, à faire des enquêtes de voisinage, à contrôler des gens et à travailler en fait sur la piste homosexuelle. Moi, à mon avis, ce qui se passait, c'est que les homosexuels se donnaient rendez-vous sur la rive aménagée, parce qu'elle est plus facile d'accès, et après, à mon avis, ils devaient partir de l'autre côté de la berge en empruntant ce fameux pont de la voie ferrée. Or, c'est justement aux abords de ce pont qu'Adrien a été vu à vélo pour la dernière fois le jour de sa disparition. À partir de là, n'importe qui a pu croiser l'enfant. Au fur et à mesure des auditions, on va arriver à cerner sur cette partie de la Moselle un certain nombre d'habitués, avec des prénoms, des surnoms, des noms, et que l'on va identifier au cours du mois d'août, voilà, avec des perquisitions, des auditions, qui vont rien apprendre de particulier par rapport à la disparition et au meurtre d'Adrien, mais ce qui nous donne une liste de potentiels suspects sur la piste pédophile. Jean-Luc Ployer est psychologue expert près des tribunaux, spécialiste des tueurs en série et des pédophiles. Sur un plan clinique et par rapport à ma pratique professionnelle, il est évident que tous les pédophiles ne sont pas homosexuels. On sait aussi très bien que la plupart des pédophiles répondent à des pulsions sexuelles. Une pulsion, ça se met difficilement en équation. C'est-à-dire que ça peut sommeiller pendant de nombreuses années et réémerger, ou ne pas réémerger. Sur la liste des suspects potentiels établie par les hommes du commissaire Messens, apparaît le nom d'un certain Nicolas Hentier. Nicolas Hentier est une première fois interpellé début septembre. Au cours de son audition de sa garde à vue, il va nous donner un emploi du temps
qui ne permet pas de le mettre particulièrement en cause ou hors de cause. Mais il n'y aura pas d'éléments contre lui à ce moment-là, il va être remis en liberté. Interrogé toutefois sur ses partenaires, Nicolas Hennetier évoque un certain Alex. Très pas mal de gars autour de la Moselle, c'est sûr. Il y avait bien les petits garçons. Le 22 septembre, les policiers du SRPJ de Metz auditionnent un autre homosexuel de 19 ans. Il affirme avoir des relations depuis l'âge de 15 ans avec de nombreux hommes de la région, dont aussi un certain Alex, déjà cité comme partenaire par Nicolas Hennetier. Cet Alex va être identifié donc, plus tard comme étant Alex Dean, et donc on va l'interpeller c'était le 24 septembre. Il est entendu par les officiers de police judiciaire qui ont le dossier en charge, par les enquêteurs. Donc je me rends à l'hôtel de police de Metz et un avocat n'a pas accès au dossier. Donc j'ignore ce qu'on reproche à M. Dean et ce dernier m'explique qu'on veut lui mettre sur le dos le meurtre d'Adrien, qu'il n'a rien fait, qu'il n'a pas touché à la tête de cet enfant, qu'il ne comprend pas ce qu'on lui reproche. Et alors je lui explique que je n'ai pas lu le dossier, que j'y ai pas accès, que je ne peux pas rester avec lui à ses interrogatoires devant les forces de l'ordre. Et donc il va falloir qu'il fasse un choix où il dit la vérité et il continue sur cette voie-là. Vérité que j'ignore puisqu'il me dit, lui, qu'en tout état de cause, il n'y est pour rien dans cette disparition. Ou alors il attend que j'ai accès au dossier. Ça dure 20 minutes, c'est le temps maximum qu'on accorde à l'avocat durant cette garde à vue. Au début de son audition, Alex Dean nous disait ne pas connaître le fameux bunker où Adrien avait été découvert. Et puis au fur et à mesure que l'audition s'est poursuivie, on s'est aperçu qu'en fait, il connaissait. Et il a fini par avouer qu'effectivement, il connaissait, il savait qu'il existait un bunker. Alors que Dean est placé en garde à vue, les enquêteurs vont entendre justement Joël Juge. Et c'est l'audition de Joël Juge qui va conduire le juge d'instruction à prolonger la garde à vue de Dean. Effectivement, Joël Juge, entendu en tant que simple témoin, affirme aux enquêteurs s'être rendu sur les bords de la Moselle le 1er juin et avoir rencontré Alex Dean. Alors donc, je suis venu, il était là, j'ai discuté avec lui, et puis à un moment donné, donc vous voyez, là je suis face à vous, donc si je me retourne, je suis face à la Moselle. Et je vois passer un petit gosse en vélo, comme ça. Et je dis à Dean, je dis, regarde-moi ça, un petit gosse là qui passe tout seul comme ça. Je dis, mais les parents sont irresponsables de laisser traîner un gosse comme ça avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et Dean ne m'a rien dit. Et je sais pas, peut-être un quart d'heure, une demi-heure après, et il s'en va donc, et je le vois qu'il va, mais je lui dis, où tu vas? Oh, il me dit, je vais faire un tour là-bas de l'autre côté, il me dit, je vais voir si je trouve quelque chose. Je lui dis, mais tu veux trouver quoi? Oh, comme ça, qu'il me dit. Bon. Donc, je le vois passer, parce que la ligne de chemin de fer étant dans mon dos, je le vois passer. Puis tout d'un coup, je le vois qui descend, et après, je ne le vois plus. Je l'ai attendu, puis voyant qu'il ne venait pas, donc je suis parti. Là, on passait du statut de témoin au statut de suspect pour Dean. Et Dean devenait suspect en raison du témoignage de Joël Juge. Donc, en fait, là, pour nous, c'est relativement cohérent. On sait qu'Adrien était en vélo. C'est lui que donc, Joël Juge voit passer. C'est lui qu'Alex Dean voit également passer de l'autre côté. Et puis Dean va finir par passer des aveux. Là, il va commencer à expliquer qu'effectivement, il a rencontré le jeune Adrien, qu'il connaissait ni d'Ève ni d'Adam, qu'il lui a fait un signe de tête, que ce jeune homme l'aurait suivi comme cela, qu'il aurait essayé d'avoir des attouchements sur lui, que finalement le jeune, après un petit moment, aurait eu un sentiment de dégoût, qu'il serait parti en poussant son vélo, qu'il l'aurait suivi, qu'il l'aurait rattrapé devant l'entrée du bunker, que là il aurait essayé de lui parler pour éviter que le jeune ne fasse état du comportement de Dean à son égard, qu'il aurait essayé à nouveau de le toucher, que le jeune n'aurait pas accepté et que finalement il lui aurait donné un coup sur la tête, qu'il serait tombé par terre et qu'il aurait perdu connaissance à ce moment-là. La salle. Après, il fallait bien le mettre
Par rapport à cet acte-là criminel, si vous voulez, on peut aussi supposer que la victime, lorsqu'il était en relation avec M. Dean, s'est certainement mis en dehors des schémas classiques que M. Dean connaissait. À ce moment-là, il a pu paniquer, et à ce moment-là, on ne résiste pas à un pédophile. Après avoir déposé le corps d'Adrien dans la 3e salle du bunker, Alex Dean reconnaît l'avoir recouvert de terre, de planches et de cailloux qui traînaient sur le sol. Il ajoute que pour éviter que la tête de l'enfant ne dépasse, il l'a enfoncé dans le sol. Sur la mandibule et la mâchoire supérieure, donc, il manquait un certain nombre d'organes dentaires, combinés aux lésions osseuses que nous avions retrouvées, notamment de la mâchoire, puisqu'il y avait donc une fracture mandibulaire en trois fragments. Donc nous pouvions dire qu'il y avait eu des coups violents portés au niveau de la face. Dean va être entendu, je crois, à 3 reprises au cours de sa garde à vue. Va notamment, je me rappelle très bien, va faire un plan de bunker et va positionner dans le bunker le corps de l'enfant. Ça, c'était un élément qu'il n'avait pas, un élément que la presse n'avait jamais donné. La conviction de l'enquêteur est faite. Seul l'auteur du meurtre peut connaître l'endroit exact de la découverte du corps. Je considère qu'on ne naît pas pédophile, on le devient. On le devient comment? Un pédophile a des images parentales très particulières. On l'a relevé de façon pratiquement systématique. Le père du pédophile, en règle générale, est ce qu'on appelle absent, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout participé, ou très peu participé, à l'éducation de son fils. Par contre, le pédophile a eu une maman extrêmement présente, soit possessive, surprotectrice en quelque sorte, soit castratrice, c'est-à-dire qu'elle n'a pas permis au petit garçon de mettre en place une autonomie, une émancipation sexuelle normale. Alex Dean est le second d'une fratrie de 3 enfants, tous de pères différents. Un père qu'il n'a jamais connu et affirme n'avoir jamais cherché à connaître. Après une scolarité médiocre et un parcours professionnel chaotique, il entretiendra avec la police des rapports mal définis encore aujourd'hui. Il avait fait des stages à la police municipale, il passait donc pour un informateur des policiers du commissariat. C'était peut-être quelqu'un finalement d'immature qui dans sa tête voulait passer pour... qui avait une vision un peu, j'allais dire, Starkey et Hutch de la police. Et il montrait volontiers sa carte. À un moment donné, il avait une carte tricolore de policier stagiaire, j'imagine, municipal. Et donc il en jouait beaucoup. Je crois qu'il l'avait surnommé le shérif parce que je crois qu'il avait été un jour dans un parc à Thionville et qu'il devait avoir un pistolet, je crois, ou quelque chose comme ça. Dans sa chambre qu'il louait, il avait aussi beaucoup d'armes. Hein, d'ailleurs, c'est un secret pour personne, il a été même agent de sécurité. Dans les supermarchés, il aimait bien se balader avec un blouson écrit sécurité, police, ça fait partie du personnage. Donc c'est quelqu'un qui était, à mon sens, en manque de reconnaissance. Ça se sentait. C'est son excitation pendant la garde à vue. Quand on imagine quelqu'un accusé d'un crime aussi horrible, qui se retrouve en garde à vue, où on essaye de lui soutirer des aveux, enfin d'obtenir des renseignements de sa part, et donc on l'accuse de ces faits, on peut imaginer qu'il soit vraiment atterré par de telles accusations, alors que lui était excité. Excité comme s'il y avait enfin quelque chose qui se passait, comme si enfin on parlait de lui, enfin on reconnaissait qu'il était quelqu'un. Et du coup, Alex Dean est même bavard. Durant cette garde à vue, il cite le nom d'un complice, Nicolas Hentier. Un nom déjà bien connu des enquêteurs. Compte tenu de l'état de lieu, compte tenu de la visibilité qui est absolument nulle dans ce bunker, et effectivement, le fait d'être deux, ça permettait d'expliquer comment ils ont pu se diriger dans ce bunker. 17h cet après-midi, très escortés, le visage caché, 2 suspects et non un seul sont enfin présentés au parquet de Thionville. Alex, 36 ans, Nicolas, 28, sont en garde à vue depuis 48 heures. Les soupçons qui pèsent contre ces 2 hommes semblent cette fois très sérieux. 3 mois et demi après la disparition d'Adrien, la maman de la victime veut aujourd'hui des réponses à ces questions bien difficiles.
Moi, ma plus grande impatience, c'est de voir surtout ces deux personnes. Bon, de voir les personnes déjà, bon, si ce n'est que déjà en premier pour savoir est-ce que je les connaissais ou est-ce que je les ai déjà vus le long de la Moselle ou peut-être devant un Lidl, que je les voyais déjà. Bon. Après, de leur demander et de savoir pourquoi ils ont fait ça. La presse locale qui suit l'affaire de près publie la photo de Nicolas Hentier. Reine Trinquelet reconnaît alors l'homme qu'elle a croisé sur les bords de la Moselle, le 26 juillet. Et à la police judiciaire, Hentier avoue « Oui, j'ai bien vu la mère d'Adrien, mais jamais je ne lui ai dit d'aller chercher de l'autre côté de la Moselle. » Le 26 septembre 1998, la première confrontation des deux suspects se déroule dans le bureau du juge Christian Césaro. Nicolas Hentier nie farouchement toute implication. 3 jours plus tard, lors de l'interrogatoire de première comparution, Alex Dean renouvelle ses déclarations. Mais Nicolas Hentier, lui, maintient sa version. Il n'a rien à voir dans cette affaire. Ce qu'on peut dire, et ça se ressentait, je dirais, à chaque déclaration, chaque fois qu'il prenait la parole, c'est que c'est quelqu'un de réservé, de renfermé, de très immature. Nicolas Hentier, effectivement, est quelqu'un de très difficile à cerner. C'est un suiveur. C'est quelqu'un qui n'a pas de volonté propre. C'est un soumis, en fait. Voilà. Et dans les rapports Alex-Nicolas, c'était essentiellement des rapports dominants-dominants. Je pense qu'il y a eu quelque part un règlement de compte. Parce que Nicolas Hentier sortait avec Dean. Apparemment, je pense que Nicolas Hentier a dû découvrir les jours après les autres les comportements, les troubles de comportement de Dean, et puis sa façon peut-être de procéder avec les enfants. Je pense qu'il a dû lui dire, bon bah écoute, je ne veux plus sortir avec toi. Et je pense que Dean, à un moment donné, quand il a tué le gosse, et puis qu'il a su qu'il y avait eu ces enquêtes, je pense qu'il a dû se dire, bah mon pote, puisque tu m'as plaqué, bah aujourd'hui, tu trinqueras avec moi. Et j'en suis persuadé que c'est ce qu'il a fait. En fait, c'est une hypothèse que j'ai moi-même envisagée avec lui, en disant, puisque vous me dites qu'Alex Dean dit n'importe quoi et vous accuse à tort, quelles seraient ses motivations? Est-ce qu'il y a un complot? Est-ce qu'il y a une vengeance? Lui-même n'en savait rien, donc c'était une hypothèse parmi d'autres. Dans le cadre de ces aveux qui correspondent à ce qu'il a dit devant les forces de l'ordre, il y a tout un tas d'invraisemblances. Alors je lui demande si c'était la vérité ou s'il racontait quelque chose des histoires pour qu'on s'intéresse à lui. Et là, effectivement, premier coup de théâtre, il dit au juge d'instruction, j'ai inventé tout ça, c'est du cinéma, j'ai raconté des histoires. Et il va expliquer donc que, comme il est lié un peu avec les policiers municipaux, qu'il est au courant, que le jeune homme a disparu, qu'il suit ça dans la presse, qu'il a vu sur FR3 qu'on n'avait pas fouillé les bunkers en fond et en comble, eh bien il se décide à aller donner un coup de main aux forces de l'ordre, à faire sa petite enquête, à trouver ce bunker, à aller voir à l'intérieur, et c'est là qu'il aurait vu l'enfant gisant par terre et qu'il n'aurait pour autant pas décidé d'informer les policiers parce que, dit-il, j'ai eu peur à ce moment-là qu'on me mette cela sur le dos. Malgré ses rétractations, Alex Dean est mis en examen pour homicide volontaire sur mineur de moins de 15 ans et placé en détention provisoire. Tout comme Nicolas Hentier. Le premier acte que va faire le juge d'instruction, c'est un transport sur les lieux. Et ça, c'est vraiment un souvenir très très fort parce que, tant pour le juge d'instruction que pour moi-même, le transport dans le bunker, c'était le moment de vérité. Et là, on a vu que sans aucune hésitation, Dean rentre dans le bunker et se dirige, alors que nous, on était dans l'obscurité la plus totale, se dirige, mais sans problème, jusqu'à la 3e salle. Et dit que c'était là qu'il a trouvé l'enfant. Deuxième point capital, c'est Nicolas Hentier. Et donc, Nicolas Hentier, après le transport sur les lieux, qui, pour lui, ne corrobore rien du tout. On est dans le flou pour Nicolas Hentier. Donc, son avocat va faire une demande de mise en liberté. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'au vu des éléments dont on a dit qu'ils étaient à charge après contre Nicolas Hentier, je pense à son emploi du temps, à la connaissance qu'il avait d'Alex Dean, des fréquentations qu'il pouvait faire sur les lieux de rencontre qui étaient impliqués. Au vu de ces éléments-là, le juge d'instruction, sur réquisition conforme du parquet, l'a remis en liberté, en disant « il n'y a rien », en vertu de la présomption d'innocence.
Prendre la décision en tant que procureur de dire au juge d'instruction, écoutez, non, il faut quand même le sortir, c'est pas facile. Ce qui, à l'époque, a, je dirais, peut-être relativement choqué l'opinion publique à Thionville, qu'il soit remis en liberté. Mais c'est clair que soit on a des indices graves et concordants qui permettent de mettre quelqu'un en examen et qui permettent de le placer en détention provisoire et de le maintenir en détention provisoire, soit on les a pas. Et même dans les affaires criminelles les plus graves, il faut, je crois, respecter la loi. Cette remise en liberté survient au mois d'octobre. L'équipe du commissaire Messens ne se décourage pas pour autant. Les enquêteurs continuent à décortiquer et à vérifier les emplois du temps de tous les protagonistes. Donc on a pu confirmer le témoignage de Joël Juge en établissant qu'effectivement ce jour-là, c'est-à-dire le 1er juin à 15h30, il se trouvait bien à cet endroit-là et qu'il avait pu voir effectivement Alex traverser le pont pour rejoindre un jeune garçon, un jeune cycliste. D'octobre 98 à mars 99, les policiers reconstituent pièce par pièce le passé d'Alex Odine. Et le puzzle, une fois assemblé, présente le portrait parfait d'un pédophile particulièrement dangereux. Au cours de l'enquête dite de personnalité, en interrogeant les gens qui l'avaient connu avant qu'il habite Thionville et dans sa jeunesse, on s'est aperçu qu'il y avait au moins une petite dizaine d'enfants, même de très jeunes parfois, qui avaient eu à se plaindre, qui à l'époque ne s'étaient pas plaints d'ailleurs, mais qui avaient subi à l'époque des actes, voire des viols d'ailleurs, de la part d'Alex. C'était aussi quand même très révélateur de toute la difficulté qu'ont des très jeunes enfants à révéler des faits délictueux ou criminels. Parce que les témoins, enfin les jeunes garçons qui ont été entendus, il y en a quand même un certain nombre, qui ont fait état soit de faits qui ne se sont pas concrétisés, mais soit de viols répétés, mais qui n'ont pas souhaité porter plainte. Remis en liberté depuis quelques semaines, Nicolas Hennetier, lui, semble un temps s'échapper du dossier d'instruction. Et on avait beaucoup joué à un moment sur la proximité qu'il avait vis-à-vis des enfants. Et les experts expliquaient très bien que s'il était proche des enfants, c'était pas pour une raison de perversité ou de pédophilie, c'était parce qu'il avait quasiment le même âge mental qu'eux. Mais la réalité, et surtout les progrès de la police scientifique, vont finir par le rattraper. En mai 1999, le juge d'instruction nous demande d'aller réinterpeller Nicolas Hennetier parce qu'il vient de recevoir les résultats de certaines analyses. En fait, Nicolas Hennetier vient d'être trahi par 3 taches de sang à peine visibles trouvées sur une chaussure de sport saisie à son domicile lors d'une perquisition du 25 septembre 1998. On a relevé une trace biologique à partir de laquelle il a pu être extrait une séquence ADN qui appartenait à la fratrie, enfin en tout cas à la lignée de la famille d'Adrien. Ça ne prouve pas qu'il a tué l'enfant. On n'a pas de précision sur le transfert non plus de cette tâche. Est-ce que si Nicolas Hennetier est revenu 2 jours, 3 jours, 1 mois et demi après, est-ce qu'il n'a pas pu, en quelque sorte, se retrouver en contact sur un morceau de bois ou sur une herbe ou je ne sais quoi, avec cette micro-trace de sang. Et ça va être, concernant Nicolas Hennetier, l'élément qui va faire que le juge d'instruction va le replacer en détention provisoire. Comment le sang d'Adrien est-il arrivé sur la chaussure de Nicolas Hennetier? Pour l'heure, la question reste sans réponse. 1 an après le meurtre du petit Adrien, Alex Odine crée de nouveau la surprise dans le cabinet du juge. Le 3 juin 1999, lors d'une confrontation avec Nicolas Hennetier, il réitère ses premiers aveux. Oui, finalement, c'est bien lui qui a tué le petit Adrien. Et dans la foulée, il accuse à nouveau Nicolas Hennetier d'être son complice. Il s'est emparé de l'affaire Adrien et il a essayé d'en faire son jouet. Et on a l'impression qu'à chaque fois que l'attention des médias retombait, il faisait en sorte de raviver la flamme. Malgré, j'allais dire, un niveau intellectuel relativement faible, il a une intelligence intuitive, relationnelle tout à fait organisée.
c'est lui qui dirige, qui décide les choses. Hein. Donc il va vous emmener comme ça dans des voies sans issue. 3 mois s'écoulent. Hentier, qui hurle son innocence, et Dean sont mis en examen pour assassinat et incarcérés. C'est alors qu'un nouveau coup de théâtre survient et qui va sérieusement renforcer l'accusation. Donc on arrive à septembre 99. Septembre 99, on a un jeune garçon qui est un ami d'Adrien, qui effectivement va venir dire que ce jour-là, il était avec Adrien de l'autre côté de la Moselle et qu'ils étaient tous les deux à bicyclette et qu'il y a 2 garçons, deux adultes qui sont arrivés, qui leur ont fait des propositions, que lui a réussi à s'enfuir, mais que Adrien n'a pas réussi à s'enfuir. Et ensuite, donc, ce garçon sera présent à la reconstitution, qui est un moment très très dur. Madame Trinclet était là. Et au-delà de l'aspect judiciaire, des révélations du témoin, moi je garde un souvenir d'une très forte intensité affective, dramatique, tragique. C'est l'image de Reine Trinclet qui demande à rester seule dans le blocos. Elle reste seule quelques instants, et puis on l'entend hurler. Et oui, j'en suis encore ému. En plus de ça, on apprend que Adrien n'était pas tout seul ce jour-là, qu'il était accompagné par un copain, que le copain a tout vu, qu'il est resté 1 an sans parler, qu'il s'est sauvé, qu'il avait tellement peur de ce qui s'était passé qu'il n'a même pas alerté les services de police. Et à la suite de l'audition de ce témoin et à la suite de la reconstitution, je vais donc requérir que les 2 mises en examen soient mises en examen du chef non seulement d'assassinat, mais également de viol ayant précédé la mort. Et pourtant, le jeune témoin, s'il a bien reconnu Dean, ne reconnaît pas Nicolas Hentier, qui persiste à nier son implication dans le meurtre d'Adrien. Mon intime conviction, c'est qu'en tout état de cause, il y a des éléments matériels contre Nicolas. Il est certain qu'il devait être 2. Ça, c'est des éléments... Il devait être 2 pour faire ça. Maintenant, la part de responsabilité dans la mort, dans les actes, dans les coups portés, c'est beaucoup plus difficile à déterminer. D'ailleurs, ça ne l'a pas été déterminé de manière très précise. Ce sera le travail des jurés de la cour d'assises de la Moselle, lors du procès qui va débuter le 29 janvier 2001. Le procès des meurtriers présumés d'Adrien s'ouvre par un coup d'éclat. Reine Trinclet, la mère du jeune garçon violé et assassiné en 98, refuse de lâcher le portrait d'Adrien sur l'injonction du président. Elle menace de mort les 2 accusés. Elle est expulsée de la salle. Reine Trinclet m'avait dit « Moi, je veux leur montrer, je veux venir avec la photo d'Adrien. Je veux qu'ils voient, que tout le monde voit qui était Adrien et ce qu'ils ont fait. » Je les vois encore au tribunal, Alex Dean. D'ailleurs, j'avais titré Rouge et Noir. Je me souviens, il avait une veste rouge, déjà, un rouge bordeaux. Et avec un petit sourire moqueur, comme ça, pas une once de regret. Il a tout nié, dédaigneux. Tout ce que je voudrais, c'est que Hentier et Dean aient le courage de me dire simplement, même pas de dire oui, on a fait ça, mais simplement de dire la phrase « pardon ». Les avocats de la défense s'efforcent de disculper leurs clients. Ceux de la partie civile, de leur côté, essaient de clarifier les nombreuses zones d'ombre de l'enquête. Travail d'autant plus difficile qu'un retournement inattendu survient en plein débat. Le seul témoin visuel, le jeune copain d'Adrien, revient sur sa déposition. Non, finalement, il n'a pas vu Alex Dean violer Adrien. Non, il n'y avait pas de 2e homme sur les lieux du meurtre. En fait, il aurait tout inventé sous la pression des enquêteurs. Face à l'absence de preuves formelles, les 2 accusés clament leur innocence. Alex Dean prétend même être la victime d'un complot. Mais le 3 février 2001, à minuit 20, après 3 heures de délibéré, les jurés suivent le réquisitoire de l'avocat général. Alex Dean est condamné à la peine maximale, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 30 ans pour le viol et le meurtre d'Adrien Stéphan.
Nicolas Hennetier, lui, écope de 30 années de prison pour meurtre, sans peine de sûreté. Reine Trinquelé apostrophe une dernière fois les accusés. Le verdict est passé, pas la douleur de la mère d'Adrien. Jamais rien ne sera jamais terminé. Parce que moi je suis vivante, mon fils il est mort. Hennetier et Dean seront peut-être en prison. Mais chaque jour de ma vie, moi, il n'y aura jamais un jour de ma vie. Tous les jours, ça me rappellera toujours que mon gosse il est mort, que ces deux salauds sont en prison, mais eux, ils sont vivants. Les deux accusés font appel, mais le 27 novembre 2001, le verdict est confirmé devant la cour d'assises de Nancy. Il y a des choses qu'on aurait voulu savoir et qu'on n'a pas su et qu'on ne saura jamais. C'est pour la mémoire de l'enfant, c'est pour essayer de comprendre comment on peut faire une chose comme ça, pourquoi. Et ça, on est resté sur notre faim, quoi. Lors du procès en appel, Christian Césaro, le juge d'instruction, est entendu comme témoin. Fait rarissime dans les annales de la justice, il présente des excuses, au nom de l'institution judiciaire, à Reine Trinquelé, injustement soupçonnée au cours de l'enquête. Moi, je crois que ce qui m'a le plus marqué, je vais vous dire, ce sont les 2 ou 3 rencontres que j'ai eues avec la mère d'Adrien. Et je pense que ça a été une femme courageuse, qui a défendu son enfant, et que c'est une femme courageuse. Ça découle, ouais, sur toute une vie, sur toute une famille, c'est vrai. La maman a souffert, tout le monde a souffert. Les grands-mères, les sœurs, je veux dire, je pense que ça détruit beaucoup de choses.